Alors on va commencer. De toute façon, les retardataires pourront toujours arriver en route. Je me présente rapidement. Bonjour à tous, je suis Thibaut Riba, je fais partie de la société XDMat et je suis consultant en dématérialisation et archivage électronique. Et aujourd'hui, donc, on va parler justement de cette thématique-là, l'archivage électronique, au travers finalement de la norme NFZ 42013, qui est la norme de référence en France autour de l'archivage électronique. Et compte tenu du fait que cette norme est en cours de mise à jour, elle n'est pas encore publiée, elle n'est pas encore terminée, mais beaucoup de travaux ont été finalisés cette année et beaucoup là, le comité normatif est en train de dépiler les derniers commentaires, donc c'est incessamment sous peu que tout ça devrait être officialisé. Euh, je rappelle aussi rapidement que cette session, elle s'inscrit dans un cycle de webinaire en 3 parties. On va rester aujourd'hui dans une logique assez macro, une approche un petit peu générale autour de l'archivage électronique et de cette norme. C'est ma collègue, pardon, ma copine, Léa, voilà, qui est à quelques centaines de kilomètres de moi aujourd'hui et qui va vous faire cette présentation. Mais avant ça, je voulais un petit peu, alors beaucoup de personnes me connaissent aujourd'hui, dans les personnes qui sont ici. Je voulais refaire un petit point quand même sur XDMat, hein. Je vais vraiment essayer d'aller assez vite. XDMat, c'est une société donc de conseil et d'assistance à maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage autour des projets de dématérialisation. Dématérialisation au sens le plus large qu'on peut l'entendre, donc de la numérisation, GED, etc., et en allant justement jusque à la prise de valeur probatoire et au maintien de cette valeur probatoire dans le temps, grâce notamment à l'archivage électronique. Euh, Chose importante aussi, je le précise ici, notre logique de chez XDMat, hein, c'est vraiment d'avoir une orientation d'expertise autour des sujets qu'on est en capacité d'adresser. Cette expertise, on l'a fait valoir par rapport à deux logiques principalement. D'abord, on est auditeur. C'est vrai que parler des normes, parler des modèles, on a d'autant plus de facilité à le faire puisque on audite et on tamponne un petit peu autour de ça. Et deuxième logique aussi, c'est que on encadre un certain nombre de process maintenant et de circuits universitaires, que ce soit au CNAM, c'est celui que j'ai mis ici, ou dans d'autres structures, voilà, du côté de Toulouse peut-être prochainement, c'est en cours. XEMAT, c'est une société qui se veut éminemment pluridisciplinaire. Ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on va parler d'archivage électronique. On va peut-être employer un certain nombre de termes comme le records management, par exemple. C'est vrai que les personnes qui sont chez XEMAT sont essentiellement ce qu'on appelle des ingénieurs documentaires. Avec une double compétence, une compétence organisationnelle très importante et une compétence, je dirais, un peu plus technique et informatique pour adresser les différents projets. Au-delà, je dirais, de ce cœur de compétences, on a chacun nos spécificités. Ça aussi, c'est important. Entre moi, par exemple, donc Thibaut Riba, qui est beaucoup orienté autour de la gestion de la valeur probatoire, Léa qui travaille également sur ça, mais qui a été beaucoup dans des structures où elle gérait la qualité de l'information. Iris que vous voyez ici, qui a travaillé dans le nucléaire. Anne-Maëlle aussi que vous pouvez voir ici, qui est juriste de formation et qui nous aide sur toutes les problématiques très pointues autour du RGPD. Voilà, donc il y a vraiment cette double orientation, je dirais ingénierie documentaire, et ensuite chacun a sa spécificité. En termes d'organisation, vous le voyez, on a mis des petits points et des gros points à différents endroits de la France. C'est vrai qu'on a un ancrage régional qui est assez important. Aujourd'hui, on est une vingtaine chez XDMat. On vous a mis un extrait de l'équipe ici, mais on est une vingtaine, répartis principalement sur Toulouse, Marseille, Nantes et Paris. Voilà, donc moi je m'occupe de toute l'agence du Sud. Je suis basé à Marseille et donc Léa est basée à Toulouse. C'est pour ça que je vous disais quelques centaines de kilomètres plus loin. XDMA, c'est une société, vous le voyez ici, hein, je tiens à le préciser, qui est une petite structure, hein. Aujourd'hui, vous le voyez tout à droite, on a mis 17 puisque c'était les chiffres au début de l'année. Aujourd'hui, on est plus proche des 20. C'est une société voilà qui croît de manière régulière, mais nous ne sommes pas une multinationale, nous ne sommes pas Ernst Young, nous ne sommes pas Atos, et on le justifie de logique, hein. D'abord parce que nous sommes sur une niche, hein, comme je vous l'ai dit, on travaille uniquement sur la dématérialisation. Mais à l'intérieur même de cette niche, nous travaillons uniquement sur le conseil, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et l'assistance à maîtrise d'œuvre, et on veut vraiment rester sur ça.
Voilà pourquoi cette taille, et on va essayer de s'y référer tout le temps et de rester, je dirais, autour de la vingtaine. Avant que je laisse la parole à ma collègue, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes venu, rapidement, XDMAT, c'est une société, vous voyez, avec un certain nombre de capacités d'intervention. La MOA et la MOE, bien sûr, hein, c'est la majorité de nos actions. L'accompagnement des clients, accompagnement amont et aval, hein, ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'on est en capacité d'intervenir sur tout ce qui est écriture d'un cahier des charges, définition d'un besoin, plan d'action, feuille de route, chiffrage, etc. Mais aussi sur toute la phase aval, hein, sur tout ce qui est accompagnement au changement, accompagnement au déploiement, participation à la recette, encadrement des utilisateurs, etc., etc. Trois autres choses aussi, formation accompagnement, je vous en ai parlé sur la partie encadrement universitaire, mais c'est vrai qu'au-delà de ça, nous on a un catalogue de formation qui est assez bien fourni, et on intervient sinon pour des catalogues peut-être que vous connaissez, du type Orsis, dans la sphère privée ça marche bien, et puis le CNFPT aussi, plutôt pour la sphère publique territoriale. Audit, j'en parlais tout à l'heure effectivement, puisque aujourd'hui on est certificateur, fait un certain nombre de personnes chez XDMAT certifient et labellisent les solutions de dématérialisation. Et la veille et recherche et développement, effectivement, nous, je vous l'ai dit, on fait pas d'intégration, pas de développement, pas de vente de logiciels, on est totalement indépendant, puisque nous ne sommes que, entre guillemets, une société de conseil. Par contre, effectivement, on participe à l'évolution du métier, l'évolution du secteur, que ce soit au travers de comités normatifs ou au travers d'un certain nombre d'associations. J'en finis et promis après je vous laisse tranquille sur XZMAT. Effectivement, quand on parle de dématérialisation, on a souvent tendance à parler d'amélioration de conditions de travail, d'amélioration d'efficience, amélioration de performance. C'est important. C'est d'ailleurs pour ça en général qu'on fait appel à nous. On n'oublie pas quand même, au-delà de ce premier levier, d'activer un deuxième levier qui pour nous est très important, qui est celui de la conformité. C'est un peu tout ce que j'ai mis à droite. Je vais prendre un exemple. Nous, on nous sollicite pour mettre en place des workflows de validation et une signature électronique. Ben, d'abord, on va se poser la bonne question de à quel moment on a besoin d'une signature électronique, au travers de quel référentiel on va utiliser cette signature électronique. Est-ce qu'on reste français ou est-ce qu'on regarde des règlements européens de type EIDAS, hein, c'est ce que vous voyez sur les figures à droite. Quel est le niveau de signature dont on a besoin compte tenu des process qu'on est en train de mettre en œuvre, etc., etc. L'idée, c'est pas simplement de dire on va faire valider un document, c'est plutôt de réfléchir en termes de conformité, quel niveau d'importance a ce document pour savoir comment on va le valider et grâce à quelle logique fonctionnelle et technique. Voilà pour XDMAT, je suis allé très vite, j'ai mis 7 minutes je crois. Je vais donc laisser la parole à ma collègue Léa. Je réinsiste autour de ça, vous l'avez vu quand vous êtes inscrit, c'est vraiment un cycle de 3 webinaires dans lequel le premier webinaire est vraiment orienté sur un petit peu une présentation très macro de la NFZ 4213, d'où elle vient, où elle va et les grands principes, je dirais, qui la sous-tendent. Le deuxième webinaire qui aura lieu à partir de novembre, lui sera beaucoup plus méthodologique et pratique. Grosso modo, on pourra aller plus dans la méthodologie de comment on déploie un projet d'archivage électronique en prenant justement cette NFZ 42013 comme étant un petit peu le document de référence. Voilà. Ok, bon, mais bonjour à tout le monde. Moi, je suis Léa Marquet, donc je suis comme Thibaut consultante chez XDMAT. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la norme NFZ 42013. Donc, il va vraiment s'agir d'une première approche aujourd'hui. Et c'est plutôt dans le webinaire numéro 2 qu'on va rentrer dans les détails en expliquant vraiment comment mener un projet d'archivage électronique. Donc d'abord, excusez-moi parce que je suis très malade. Donc voilà, si je faiblis, ne m'en voulez pas. Donc, il y a 3 objectifs à ce webinaire aujourd'hui. Donc, déjà, c'est connaître le contexte législatif et historique de l'archivage électronique. Ensuite, connaître le périmètre, le public visé et donc les grands principes de la norme. Et enfin, connaître les autres normes existantes dans le domaine de l'archivage pour un peu recontextualiser tout ça. Donc ici, vous pouvez lire le titre exact de la norme qui est un peu rallonge. Donc je cite « Archivage électronique, spécifications relatives à la conception et à l'exploitation de systèmes informatiques en vue d'assurer la conservation et l'intégrité des documents stockés dans ces systèmes. » Donc pour résumer, la norme NFZ 42013, elle fixe les processus techniques et organisationnels à mettre en œuvre lors du cycle de vie de l'archive. Donc c'est-à-dire pendant le versement, l'archivage, la consultation, l'élimination et enfin la restitution de documents électroniques. Donc ces mises en œuvre, elles doivent rendre la conservation des documents pérennes, intègres et sécurisés.
Alors, pour commencer à introduire notre sujet, j'ai fait une petite chronologie sur le cadre législatif et normatif de la norme. Donc, vous pouvez déjà remarquer qu'il y a assez souvent une corrélation entre la législation et la normalisation. Donc, quand un nouvel article de loi sort, il y a assez souvent une actualisation de la norme, en fait, qui suit, généralement. Bon, il y a quand même un laps de temps entre la première loi qui nous intéresse, là, en 1980, et la création de la norme en 1999. En fait, c'est assez naturel puisque l'utilisation de l'informatique s'est plutôt généralisée dans les années 90. Alors, notre contextualisation, elle démarre en 1980 avec la sortie de l'article 1348-2 du Code civil qui dit, je cite, « Elles reçoivent aussi exception lorsqu'une partie ou le dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Et réputée durable toute reproduction indélébile de l'original qui entraîne modification irréversible du support. » Donc, c'est cette loi qui a introduit dans la législation la copie comme possible preuve en cas de contentieux ou, par exemple, de litige. D'ailleurs, on trouve ce texte de loi dans le chapitre 3 du Code civil qui porte sur la propriété. C'est intéressant à savoir. Donc, la norme, elle est créée en 1999. Elle permet de répondre aux exigences de durabilité, de fidélité qui sont énoncées donc, dans l'article qu'on vient de voir. Donc, ainsi, la norme NFZ 42013, elle définit la fidélité comme l'aptitude à reconstituer toute l'information nécessaire aux usages auxquels le document d'origine était destiné. Elle permet donc de faire une première normalisation, en fait, du domaine de l'archivage électronique. En 2000, c'est l'article 1316-1 du Code civil qui sort et il dit, je cite, « L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. » Donc avec cet article, le document électronique est reconnu dans la législation. Et ce qui arrive aussi en filigrane, c'est l'arrivée de la signature électronique en remplacement du papier. Du coup, il devient indispensable de mettre en place des systèmes de conservation des documents numériques qui leur donnent une valeur probatoire, c'est-à-dire une valeur légale opposable en cas de litige, d'audit ou de contrôle de conformité réglementaire. Conséquence de cet article, la norme NFZ 42013, elle est révisée en 2001. Elle se complexifie et elle intègre le support physique WORM comme solution privilégiée. Donc, qu'est-ce que le WORM ? Le WORM, qui veut dire Write Once, Read Many, c'est une technique associée à certains supports de stockage non effaçables. Donc, ces supports, ils permettent l'écriture de données, mais ils ne permettent pas l'effacement. Donc, il est possible d'écrire une fois, c'est le Write Once, et de lire autant de fois que souhaité, c'est le Read Many, sans jamais pouvoir physiquement effacer la donnée écrite. C'est cette technique qui va permettre, dans les années 2000, d'assurer l'intégrité des documents. Mais dans les années 2000, les technologies évoluent très rapidement. Les techniques et les offres du marché, elles s'améliorent considérablement et en fait, elles vont rendre assez rapidement la norme obsolète, notamment avec la généralisation des baies de stockage. Donc, les baies de stockage, c'est des groupes de disques durs avec un ou plusieurs contrôleurs qui servent d'espace sécurisé de stockage. En 2009, donc, la norme, elle est à nouveau mise à jour et elle connaît une véritable refonte. On élargit le périmètre à d'autres types de supports numériques possibles, réinscriptibles, donc plus seulement les WORM, comme on a vu précédemment. Et surtout, dans la version de 2009, le système d'archivage électronique, il ne repose plus uniquement sur le système informatique. En fait, on va mettre en avant la notion de politique d'archivage qui organise le SAE, qu'on va voir un peu plus tard. En 2012, suite à une consultation dans plusieurs pays, la norme NFZ 42013, elle est traduite en anglais et elle devient la norme internationale 14641-1. Et encore une fois, en 2012, on crée une certification, donc la NF 461 sur le système d'archivage électronique, donc qui est créée par l'AFNOR. Elle vient permettre aux organismes et aux entreprises qui le souhaitent de faire vérifier la conformité de leur système d'archivage électronique aux exigences donc de la dite norme. Les entreprises certifiées peuvent mettre en avant ainsi la qualité de leur système. Hop, on se rapproche un peu plus de nous dans le temps. Donc en 2016, il y a une réforme des droits des contrats qui va venir donner l'article 1379 qui dit « La copie fiable a la même force probante que l'original ». Donc cet article, il est en parallèle complété par le décret que vous voyez à droite 2016-1673 qui va préciser les modalités de ce que c'est une copie fiable et fidèle et durable. La fiabilité d'une copie, elle vient de deux conditions, sa fidélité à l'original et son incorruptibilité.
et donc ainsi présumer fiable la copie résultant soit d'un procédé de reproduction qui entraîne une modification irréversible du support de la copie, soit en cas de reproduction par voie électronique d'un procédé qui répond à des conditions prévues dans l'article. Et ces conditions, elles sont l'identification de la copie et de qualité de procédé, l'intégrité de la copie, les conditions de conservation, les mesures de sécurité appropriées relatives à l'accès aux dispositifs de reproduction et de conservation. Donc on verra dans la présentation des grands principes de la norme que ce sont les mêmes notions en fait qui sont reprises assez logiquement. Alors en 2019, la norme elle est complètement réécrite, donc on abordera un peu plus tard les nouveautés de cette norme dans un prochain webinaire. Sachant que la version, elle est toujours en cours d'analyse, hein, comme disait Thibaut, c'est important à savoir. On n'est pas encore dans une version définitive. Donc aujourd'hui, nous allons voir un peu quelle est l'architecture de la norme version 2019. Donc celle-ci, elle se cale sur le modèle de fonctionnement qu'on appelle OAIS, qu'on verra dans les prochains slides. Donc le modèle OAIS, c'est un modèle conceptuel qui est destiné à la gestion et à l'archivage de documents numériques. Il est décrit dans la norme ISO 14721 qui date de 2012. Donc, l'organisation de la norme, elle suit celle d'un projet d'archivage électronique. Donc, d'abord, on définit les objets à intégrer dans le SAE, donc le système d'archivage électronique. C'est ce qu'on voit à gauche, les différents objets et les éléments de preuve. On parle alors de SIP, Submission Information Package. C'est le paquet d'informations produit par le service producteur et transféré au SAE pour l'élaboration de plusieurs paquets d'informations archivées. Ensuite, il faut organiser l'archivage électronique, donc c'est notre petit chapitre 4 là qui chapeaute le reste. Encadrer les conditions du versement des documents, c'est le chapitre 5. Sécuriser leur conservation, c'est le chapitre 6. Donc quand on arrive à la conservation, on parle plus de SIP, on parle d'AIP, Archival Information Package, ou paquet d'informations archivées. Donc c'est le paquet d'informations tel qu'il est conservé en fait dans le SAE et qui est constitué d'un ou plusieurs documents numériques, de métadonnées techniques, de gestion et de description documentaire. Donc, dans la norme, on utilise également le terme d'archive électronique pour désigner les AIP. Ensuite, la norme inclut la gestion du temps de vie, entre guillemets, des archives. Donc, l'accessibilité à celle-ci, la communication et enfin l'élimination. C'est tout ce qu'on voit dans le chapitre 7. Et enfin, il faut prévoir la communication entre les différents systèmes d'information, c'est l'interopérabilité, et l'éventuel transfert entre deux SAE. C'est la réversibilité, donc en cas d'obsolescence du SAE ou en cas de changement de contrat, par exemple. Donc, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 8. Dès le chapitre 7, on parle de DIP, Dissemination Information Package. C'est le paquet d'informations communiquées à l'utilisateur ou à un système destination en réponse à une requête du SAE. Donc, ce paquet, il provient des AIP, en fait. Donc, tous ces processus, ils seront vus plus en détail dans le prochain webinaire. Donc, quel est le public et le périmètre concerné par la norme? Donc, la norme, elle concerne les documents électroniques dits figés qui vont devoir être conservés de manière fiable et pérenne. Donc, on a trois types, en fait. Les documents, ils peuvent être des électroniques ou des documents qui ont été numérisés. Donc, c'est ce qu'on appelle les objets nativement numériques ou les objets issus de la numérisation que vous voyez en haut. Et enfin, on a un troisième type de document qui entre dans le périmètre, c'est ce qu'on appelle les éléments de preuve versés. Donc, ce sont toutes les preuves, par exemple les journaux horodatés, qui accompagnent les documents qui viennent d'autres systèmes de conservation d'objets numériques. Par exemple, en cas de migration d'un SAE vers un autre, c'est ce qu'on avait vu dans le précédent slide. Les preuves, elles sont très importantes et elles sont conservées au même titre que les documents numériques. C'est très important. La norme, elle est destinée aux entreprises et aux administrations qui utilisent des systèmes informatiques pouvant archiver des documents électroniques et qui ont l'obligation légale de le faire, par exemple pour les factures ou les contrats, aux sociétés de services informatiques et éditeurs de logiciels qui conçoivent des systèmes assurant l'intégrité des documents numériques, et enfin aux entreprises qui assurent des services de tiers archivage. Donc on va maintenant voir les grands principes de la norme. Vous voyez, j'ai fait 5 grands blocs. Donc, premier grand principe très important, c'est l'organisation. Donc, l'organisation, c'est un peu l'étape incontournable d'un projet SAE. C'est la mise en place d'une politique d'archivage. Parce qu'en fait, il suffit pas d'avoir l'outil, d'avoir le SAE. Il faut organiser son fonctionnement, fixer les rôles de chacun, rédiger toutes les procédures nécessaires. Et la politique d'archivage, elle fixe tous les enjeux, les objectifs, le cadre et la sécurité du projet SAE. Ensuite, on a la sécurité et la confidentialité. Donc, c'est un thème qui peut paraître assez évident, mais qui est très important à prévoir et à encadrer, en fait. La sécurité des archives électroniques, elle doit absolument être assurée. Donc, on parle ici de la sécurité informatique, contre un virus, faire un système inviolable, etc., mais aussi physique, c'est-à-dire prévoir un éventuel incendie des serveurs, des inondations.
Les informations et les archives, elles doivent également être échangées et conservées de manière à garantir leur confidentialité en toutes circonstances. Bon, par exemple, ça va passer par des droits d'accès qui vont être paramétrables et plus ou moins restreints selon la confidentialité de l'information, en fait, qui est contenue dans ces documents. Après, on a l'intégrité et la traçabilité. Donc, pour être conformes, les archives électroniques, elles ne doivent pas être altérées. Elles doivent toujours rester complètes et non modifiées. Il s'agit d'une obligation légale, comme on a pu le voir précédemment. On doit ensuite prouver l'intégrité de ces archives grâce à la mise en place d'un système de traçabilité. Donc, ce système, il doit produire des éléments de preuve. Donc, comme on disait précédemment, par exemple, les journaux chaînés et horodatés. Donc, les journaux, ce sont des documents ou un ensemble de documents qui contiennent toutes les traces des événements du SAE. Donc, ceux-ci, ils sont liés entre eux, c'est ce qu'on appelle le chaînage, pour empêcher la suppression ou la modification de l'un d'eux. Donc, le principe du chaînage, c'est de faire dépendre l'empreinte d'un élément de l'empreinte de l'ensemble des éléments précédents. Et du coup, on obtient cet effet notamment en plaçant l'empreinte de l'élément précédent au sein de l'élément suivant. Et du coup, les journaux sont préservés avec le même niveau d'exigence que les archives électroniques elles-mêmes. Ensuite, on a la lisibilité et la pérennité. Donc, il s'agit de s'assurer que le format adopté, il permet aux documents électroniques d'être lus et d'être présentés de manière fidèle, même dans un laps de temps qui va parfois être très long. Donc, du coup, le format, il doit être le plus standard et le plus universel possible. Dans ce but, il est également nécessaire de prévoir l'obsolescence des formats et donc leur conversion de format ou leur migration vers d'autres supports. Ici, il s'agit toujours de s'assurer de la disponibilité des archives dans le temps. Et enfin, on a l'interopérabilité et la réversibilité. Donc, l'interopérabilité, c'est ce qui permet d'échanger des données, des informations entre deux systèmes d'information. Et la réversibilité, quant à elle, elle consiste à transférer de manière industrielle, c'est-à-dire des gros volumes de données, des archives électroniques d'un SAE vers un autre SAE, tout en conservant, attention, intégrité et preuve d'intégrité toujours. Voilà, donc ça, c'est les grands principes de la norme. Et enfin, je vous ai fait un petit tour d'horizon des autres normes du même domaine, puisque c'est toujours intéressant de replacer cette norme 42013 dans un contexte. Donc, on a d'abord la norme NFZ 42026. Donc, elle est issue, en fait, de la norme 42013. Et elle porte sur la copie fidèle et durable et sur la numérisation. Donc, elle est parue en mai 2017 dans sa première version. Et elle a pour objectif de permettre la destruction à grande échelle des originaux papier, dès lors que ceux-ci auront été numérisés selon un processus parfaitement encadré dont elle définit les modalités. Donc, cette norme-là, elle est complémentaire de la norme NFZ 42013, mais elle reste indépendante. Ensuite, on a la norme NFZ 44022, qui est issue du standard CEDA. Donc, elle donne un standard d'échange de données pour l'archivage. Elle modalise les différentes transactions ou échanges qu'il peut y avoir entre les différents acteurs dans le cadre de l'archivage de données. Donc, ces transactions, elles sont au nombre de 6. Le transfert, la demande de transfert, la modification, l'élimination, la communication et la restitution. Donc, ce standard, il va définir de manière formelle les scénarios à mettre en œuvre pour chaque transaction, les messages que les acteurs peuvent s'échanger et enfin, la manière de coder les informations à transmettre. On a ensuite la norme NFZ 42020. Donc, cette norme, elle définit les spécifications fonctionnelles d'un composant coffre-fort numérique, ce qu'on appelle CCFN, qui est destiné à la conservation d'objets numériques dans des conditions de nature à en garantir leur intégrité dans le temps. Donc, le document, il va décrire les fonctions minimales que doit posséder ce composant, donc comme déposer, détruire, lire des métadonnées techniques aussi, contrôler, lire le journal, lister, restituer et enfin vider. Ensuite, on a la norme ISO 14721 dont je vous ai parlé dans un précédent slide, donc qui porte sur l'OAIS, c'est Open Archival Information System ou Système ouvert d'archivage d'informations en français. Donc, le modèle OAIS est un modèle assez conceptuel qui est destiné à la gestion, à l'archivage et à la préservation à long terme de documents numériques. Donc, ça constitue une référence. Il décrit dans les grandes lignes les fonctions, les responsabilités et l'organisation d'un système qui veut préserver de l'information et en particulier des données numériques. Le long terme, il est défini dans cette norme comme suffisamment long pour être soumis à l'impact des évolutions technologiques. Donc, celles-ci, elles sont prévues dans cette norme. Ensuite, on a la norme ISO 15489-1, qui est une norme internationale, qui a été publiée en 2001 et révisée dernièrement en 2016,
et qui détaille les concepts et les principes pour la gestion de documents à valeur probante des personnes physiques ou morales, privées ou publiques aussi, et définissant des caractéristiques qui procurent à un document sa valeur d'autorité et sa valeur probante. Donc authenticité, intégrité, fiabilité, exploitabilité. Donc on voit que c'est toujours les mêmes notions qui reviennent. Et enfin, on a ce qu'on appelle le MOREC, Modular Requirement for Record Systems. Donc c'est un texte qui a été élaboré là par la Commission européenne et qui recueille des exigences pour l'organisation de l'archivage. Donc il constitue une approche plutôt opérationnelle, plutôt que fonctionnelle, de la norme de gestion des documents qu'on a vu précédemment, la 15489-1. Hop. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce webinaire. Donc, il nous a permis de contextualiser la norme NFZ 42013 et donc d'en connaître les principales caractéristiques. Dans le webinaire numéro 2, on va plutôt aborder les principales nouveautés de la norme, donc version 2019. Et en suivant ces recommandations, on verra en fait les grandes étapes d'un projet d'archivage électronique. Et enfin, dans le webinaire numéro 3, on fera plutôt un retour d'expérience avec des projets qui ont été menés chez nous avec des maths, donc avec des méthodes applicables et des écueils à éviter et des choses qu'on a bien réussi. Donc, je vous remercie pour votre participation. J'espère avoir réussi à vous intéresser. Et maintenant, on va passer à la partie questions-réponses. Merci Léa. Alors, faut pas hésiter, soit si vous êtes, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser les questions à l'oral si vous voulez. Si vous voulez pas, vous pouvez directement poser les questions sur le chat. Nous, on y répondra à l'oral. Oui. N'hésitez pas, on peut anticiper sur les webinaires d'après, hein, si vous avez une question qui est un peu plus méthodologique, je vais pas vous dire on attend le prochain webinaire, hein, vous pouvez la poser, on pourra vous répondre. Sachant que tout ça, effectivement, on vous le présente d'une manière assez linéaire, parce que c'est l'exercice qui veut ça, mais un projet d'archivage électronique et la 42013, effectivement, ça n'a pas du tout été un processus linéaire, hein, que ce soit dans l'établissement de la norme ou pour la partie méthodologique, que ce soit dans les projets de SAE. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a pour chaque client et chaque projet qu'on a réalisé nous chez nos clients une méthodologie différente, hein, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais effectivement, selon les outils qui sont en place, selon la méthode qui est actuellement appliquée, selon les compétences des personnes et des archivistes et des informaticiens et leur niveau de connaissance en termes informatiques, etc., c'est sûr que notre méthode va être différente, c'est clair. Est-ce qu'il y a toujours des obligations différentes selon la taille de l'entreprise? Alors Virginie Chanu demande ça. Vous voulez dire obligation en termes de gestion de la valeur probatoire, sur ces choses-là? Alors par rapport à ça, le maintien de la valeur probatoire, qui est un des objectifs qui est peut-être l'objectif principal, hein, de toute cette normalisation là, avec le maintien dans le temps de la pérennité, de l'intégrité des documents, mais le maintien de la valeur probatoire, non, il n'y a pas d'obligation différente selon la taille d'entreprise. Je vais vous prendre un exemple, hein, si vous décidez pour un certain nombre de vos process de dématérialiser votre signature, votre acte de signature, il va falloir garantir l'intégrité de cette documentation-là, puisque la valeur probatoire est portée par le document numérique, donc il va falloir trouver des choses, trouver des outils et des process qui permettent de garantir la bonne intégrité de ce document signé électroniquement pour faire valoir le droit sur ce document-là, pour, j'allais dire, maintenir sa valeur probatoire dans le temps. Et dans ce cas-là, effectivement, le système d'archivage apparaît comme quelque chose comme une solution qui permet de garantir cette intégrité. Après, il y a plein de solutions pour faire ça, hein. On peut très bien avoir notre propre système d'archivage électronique chez nous, hein, dans notre infrastructure, dans notre entreprise. On peut très bien, pour les archives qui peuvent être détruites à un moment donné, hein, pour les archives intermédiaires, externaliser la conservation dans ce système tiers, donc un prestataire qui va mettre à disposition un système tiers archivé et dans lequel on va venir déposer des documents, ou bien même ce qu'on appelle le tiers hébergement, c'est-à-dire qu'on reste maître de nos documents, on reste maître de l'administration, de la maintenance des systèmes qu'on installe, mais au lieu de les installer chez nous, on les installe dans un data center pour lequel on aurait loué des espaces. Mais en termes d'obligation,
que je sois une entreprise de 100 salariés ou de 100 000 salariés, dès lors que je vais apporter de la valeur probatoire sur la documentation électronique, effectivement, l'archivage électronique se justifie. Et pareil, hein, dès lors que je vais décider de dématérialiser des documents qui ont une visée historique, effectivement, pour garantir la pérennité et l'intégrité dans le temps, effectivement, le système d'archivage électronique va se justifier. Après, la méthode de mise en œuvre peut être différente selon les choix qu'on fait et selon les capacités internes. Pouvez-vous expliquer la différence entre valeur probatoire et valeur probante? Alors ça, c'est une très bonne question. Vous savez pourquoi? Parce que même nous, parfois, dans le feu de l'action, on se trompe. Et on se trompe non pas, enfin c'est dans le feu de l'action, je dirais. La valeur probante, si je devais schématiser, c'est quelque chose qui est acquis. Ce que je veux dire par là, c'est que dans des textes de loi, on va voir tel document à valeur probante. Voilà, point barre, ce document à valeur probante, il fait preuve, point à la ligne. La valeur probatoire, c'est un petit peu différent. C'est, on va mettre en place une organisation, des processus, des fonctions, des logiques techniques qui vont pouvoir faire en sorte que le document qui est contenu dans ce process et dans ces outils porte une valeur de preuve et donc une valeur probatoire. Vous voyez, la valeur probante, c'est quelque chose qui est acté, entre guillemets, je schématise, hein, et la valeur probatoire, c'est plus un système, tout le contexte et toute l'organisation que je vais mettre autour de ma documentation qui va permettre de garantir qu'elle fasse preuve. Vous voyez, donc dans ce webinaire-là, on aurait dû, si on utiliser le terme valeur probatoire d'une manière plus large, parce qu'effectivement, quand on archive des documents pour maintenir leur valeur probatoire, on met en place justement tout ce contexte, à la fois des process de création documentaire ou de création de données qui sont normalisés ou du moins qui sont documentés. On va sûrement à un moment donné avoir une prise de valeur probatoire, que ce soit au travers d'un eurodatage, d'un transfert d'informations selon des outils normés, d'une signature électronique, et on va avoir un système d'archivage électronique qui va garantir cette valeur que j'ai acquise sur l'étape d'avant dans le temps. Donc on parle plus en général de valeur probatoire que de valeur probante. Voilà. Valeur probatoire, si vous voulez retenir la différence, valeur probante c'est acquis, valeur probatoire c'est à acquérir selon tout le contexte qu'on va mettre autour. Mais voilà, dans nos métiers, sur la partie des maths et tout ça, on parle beaucoup plus régulièrement de valeur probatoire que de valeur probante. Alors effectivement, en termes méthodologiques, on en parlera un petit peu la dernière fois, mais ça me permet un peu de rebondir à la question de Virginie Chanu. Quand on met en place des logiques d'archivage électronique, c'est vrai qu'on a plus tendance à le faire dans un cadre de records management, en tout cas par rapport aux méthodologies du records management, elles aussi qui sont normées. Et dans ces logiques de records management, on base toute l'organisation qu'on met en place principalement sur 3 piliers. Le premier pilier qui est l'étude des process d'une entreprise, pour pouvoir identifier à quel moment on va créer justement des documents qui ont une valeur, une certaine valeur probatoire ou une valeur informationnelle assez importante, et de pouvoir savoir à quel moment et comment on va pouvoir les capter et capter cette information. Premier pilier. Deuxième pilier, c'est ce qu'on appelle les référentiels de conservation. C'est-à-dire que par rapport à ces choses-là qu'on va capter, on va établir des règles de gestion autour de cette documentation et de ces données. On va établir leur volume annuel global, on va établir leur délai de conservation, on va établir leur gestion des droits, leur confidentialité, etc. Des règles de gestion sur ces données et sur ces documents. Et le troisième pilier, c'est l'étude de risque. C'est-à-dire que une fois qu'on a bien étudié les process et qu'on a bien établi les périmètres et comment il faudrait archiver telle ou telle documentation, l'étude de risque elle va nous permettre de prioriser ce qu'on va faire. Voilà, en se posant notamment des questions toutes bêtes. Exemple, est-ce que c'est intéressant de faire un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros alors qu'on a un contentieux de 1000 euros tous les 10 ans, par exemple. Donc c'est vrai que pour des sociétés privées, comme vous, Madame Chanu, c'est des questions qui peuvent se poser. C'est pour ça que le records management, c'est une méthode aussi, alors là beaucoup plus organisationnelle hein, que de service comme on vient de le présenter avec la NFZ 42013. Mais voilà, c'est vrai que faut pas oublier cet aspect-là organisationnel. L'étude des process qui nous permet d'établir des périmètres, la mise en place de règles par rapport à ces périmètres qu'on a établis, et une gestion de risque autour de tout ça pour savoir ce qu'on va faire en premier, ce qu'on va faire dans un deuxième temps, et peut-être aussi ce qu'on ne va pas faire au regard du risque encouru.
Alors autre chose peut-être aussi, hein, ça transpire un petit peu de cette présentation, mais ça le sera encore plus dans un deuxième temps. Ce genre de projet-là, ce genre de mise en place d'SAE, de système d'archivage électronique autour de la 42013, c'est autant un projet technique qu'un projet organisationnel. Ça, c'est vraiment important à le justifier. Ouais. C'est pareil, je dirais, sur beaucoup de projets de Ouais. dématérialisation, mais ça l'est peut-être plus encore, je dirais, sur la partie archivage électronique. On va utiliser une bécane à un moment donné. Il faut quand même en amont qu'on se pose la question de bien savoir l'utiliser avant de l'acheter. Il y a beaucoup eu pendant pas ces dernières années justement parce qu'il y a eu des évolutions, mais je dirais au début des années 2010, il y a eu une sorte de première maturité du système d'archivage électronique et de l'archivage électronique où beaucoup de structures publiques ou privées se sont lancées dans ces projets et se sont posé la question de bon ben maintenant qu'on les a, qu'est-ce qu'on y met dedans? Et ils se sont rendus compte que finalement très peu de documents sont entrés dans ces systèmes, très peu de données parce qu'on gérait mal la valeur probatoire numérique. Et donc, bon, voilà, ça a été fait entre guillemets un peu pour rien. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que, voilà, on est en 2019, beaucoup de structures se sont lancées dans ces projets, et que ce soit dans le public avec les flux normés et les diverses obligations réglementaires qui ont fait augmenter fortement la valeur probatoire sur la documentation numérique, ou que ce soit dans le privé où cette information, je dirais, de maintien de la preuve est arrivée je dirais où le SAE est maintenant arrivé pleinement. On voit beaucoup de structures privées qui s'équipent aujourd'hui de ce genre de système, là où avant on avait plutôt des GED sécurisés, hein, pour faire simple. Voilà, on arrive à une deuxième maturité de l'archivage électronique, là au tournant des années 2020, hein, puisque c'est l'année prochaine. Et je pense que voilà, beaucoup de sujets vont tourner autour de cette logique de maintien de valeur probatoire. Je pense que ça va être un des sujets des prochaines années. Alors n'hésitez pas, vous avez nos mails, vous avez normalement nos numéros de téléphone. Si vous avez une question, hein, n'hésitez pas à la poser après cette session. Ou à nous appeler tout simplement. Voilà, donc nous, que ce soit sur Paris, Marseille, sur toutes les grandes agglomérations, faut pas hésiter si vous avez un sujet à nous contacter, hein. Vraiment, il y aura pas. Alors j'insiste sur quelque chose aussi, c'est que la NFZ 42013 est une norme de service. Quand je dis norme de service, ça veut dire que on va décrire un certain nombre de logiques autour de l'outil SAE en lui-même, mais il y a aussi énormément d'autres choses qui ne sont pas liées à l'outil en lui-même. Je vais prendre un exemple tout bête, hein, pour garantir l'intégrité et la disponibilité d'informations. Certes, il faut un outil qui permette de le faire, mais il faut aussi une infrastructure technique qui soit performante, des locaux pour conserver les serveurs qui permettent et les baies de stockage pour tout ce qui est documentation et outils qui soient dans les règles de l'art, avec climatisation, charge au sol suffisante pour les serveurs, onduleurs, redondance, etc. Donc des informations qui ne sont pas strictement liées à l'outil en lui-même. Et en plus de ça, cette norme NFZ 42013, mais déjà depuis la version 2009, intègre aussi des problématiques qui ne sont ni d'infrastructure technique, ni d'outils, et qui sont purement, j'allais dire, de compétences et d'organisation. Exemple, effectivement, on demande une politique d'archivage qui se base sur une politique de sécurité des systèmes d'information. C'est tout bête, c'est de la documentation sur des aspects qui sont beaucoup plus larges que la seule, je dirais, SAE, que le seul SAE, et pourtant ça fait partie de la norme, et c'est écrit tel quel. Donc c'est pour ça qu'on dit vraiment que c'est une norme de service, et non pas une norme d'outil. On ne donne pas des spécifications générales d'un SAE, ou du moins on ne donne pas uniquement des spécifications générales d'un SAE, mais on définit plutôt comment créer un service, et le terme service il est important, d'archivage électronique, je dirais avec un objectif ou de maintien de la valeur probatoire ou d'archivage sur le long terme, dit historique, hein, pour le coup. Voilà. Alors sinon, n'hésitez pas à poser des questions sur la droite. Je rappelle aussi que l'idée, hein, c'était vraiment une introduction à tout ce qui est archivage électronique et NFZ 42013. On va de plus en plus profondément dans le niveau d'information qu'on donne, notamment la prochaine fois plutôt sur la partie méthodologie de projet autour de la mise en place d'un SAE et d'un service d'archivage électronique et comment s'y prendre, entre guillemets. Voilà, l'idée aujourd'hui c'était plutôt où en sommes-nous aujourd'hui en termes d'archivage électronique, quelles sont les considérations qu'on met en avant. Et effectivement, Léa en a dit beaucoup, ça finit souvent par T, hein, intégrité, pérennité,
disponibilité, etc., etc. Mais c'est vrai que ces termes-là ressortent beaucoup de la norme et de tout le corpus réglementaire et normatif qui tourne autour de la norme. Voilà, tu en as dit un certain nombre, hein, tout ce qui est autour des coffres, autour de MOREC, autour de la NFZ 42026. Important ça aussi, tout ce qui est copie fidèle et durable. On voit que cette terminologie est là depuis longtemps. Effectivement, là, on a enfin, entre guillemets, des outils qui nous permettent d'aller au bout de la chose au format numérique. Alors, il ne faut pas hésiter. Vous avez notre numéro de téléphone, vous avez notre mail. Si quelque chose vous vient dans quelques jours, si vous avez des questions, c'est vrai que autour de l'archivage, là, on se focalise beaucoup sur la partie service d'archivage électronique adossé à un SAE, un système d'archivage électronique. On a aussi d'autres manières de prendre ces problématiques-là, beaucoup plus liées à des méthodologies de records management. Notamment, il y a un terme qu'on n'a pas utilisé jusque-là, mais c'est volontaire, c'est la chaîne de confiance. Effectivement, quand on parle d'archivage électronique et de gestion de la valeur probatoire, c'est important également de parler de chaîne de confiance. Grosso modo, la chaîne de confiance, c'est durant le cycle de vie, durant la création, la validation, la conservation des documents et des données qu'on est en capacité de produire. Il faut gérer une confiance autour des systèmes et des services qu'on met en œuvre. Si je prends un exemple, si j'archive un document qui a été produit n'importe comment, qui a été validé avec des niveaux de signature qui ne sont pas bons, le système d'archivage va garantir une intégrité sur ce document. Par contre, la valeur probatoire de ce document, elle est quasi nulle, puisque je n'ai pas géré en amont une chaîne de confiance, que ce soit sur sa réception, sa production, sa validation, sa signature, sa transmission, peu importe. Donc voilà, ça c'est important à spécifier. Et là, on est plutôt sur des problématiques qui sont amont. Donc, on parle de GED, on parle de GED essentiellement, par exemple, pour créer une chaîne de confiance. Alors, j'ai donc deux questions. Donc Zorgulzorg, excusez-moi, je pense que c'est un pseudonyme. Voilà, donc n'hésitez pas à dire qui vous êtes. J'ai pas pu vous cocher dans la liste des présents. Oui, les supports seront disponibles. On pourra vous les transmettre à l'issue de la session, pas de souci. Alors, Sébastien Chamaudy, faut-il avoir des certifications tierces pour envisager des certificats 42013 ? Alors, non, il ne faut pas avoir une certification tierce. Par contre, la 42013 demande de s'appuyer sur un certain nombre d'autres normes en allant vers de la conformité, pas particulièrement sur de la certification. Je vais prendre un exemple, notamment deux exemples. L'exemple de la gestion de risque, effectivement, il y a une ligne de conformité sur la 42013 qui indique que l'entreprise doit avoir fait, l'entreprise ou la structure publique, une étude de risque. Alors elle n'indique pas si ça doit être fait selon la suite des normes 27000 ou la suite l'ISO 18128. Moi je l'aime bien cette norme-là, 18128, vous pourrez aller regarder sur internet, parce que c'est une norme de gestion de risque appliquée à de la documentation. Donc avec des logiques de risque, d'impact, etc. qui sont très proches de nos problématiques. La 27001, c'est quelque chose de plus général sur la sécurité du SI. Donc c'est un peu plus général, mais effectivement cette étude de risque elle est importante. J'insiste d'ailleurs, hein, on n'a pas parlé, il y a un terme qu'on n'a pas particulièrement utilisé qui est le records management, donc l'ingénierie documentaire, mais autour de la gestion des documents d'activité. Effectivement, tout ce qu'on vient de vous dire est intégré à cette méthodologie d'ingénierie documentaire. Et à côté de ça, de la partie chaîne de confiance et archivage électronique à valeur probatoire ou historique, on place au même niveau trois choses. D'abord, l'étude des process. Effectivement, si je veux gérer une chaîne de confiance, il faut que j'ai des processus du début à la fin qui soient conformes à cette logique de preuve et de confiance dans le numérique. Donc on va parler d'archivage électronique, mais pas que. Deuxième chose, c'est le périmètre documentaire, notamment au travers de ce qu'on appelle les référentiels de conservation. Grosso modo, on va faire en sorte de créer de la documentation et de lui appliquer des règles de gestion et de conservation pour garantir une preuve, mais durant un délai uniquement celui dont j'ai besoin. Et en plus, si on rajoute par-dessus des obligations de destruction liées aux données personnelles, mais pas que, ce référentiel de conservation est important. Et troisième chose, pour revenir à votre question, Sébastien, c'est effectivement l'analyse de risque et la gestion de risque qui permet notamment de prioriser et de donner un aspect plus important sur un certain nombre d'aspects et de périmètres documentaires. Voilà, si j'ai un périmètre documentaire ou des données pour lesquelles j'ai peu de risques de perte par exemple, et si je les perds j'ai un faible impact, bien sûr ça va être différent que si j'ai j'avais un périmètre pour lequel j'ai un gros impact en cas de perte et que mon risque de perte peut être important.
Donc effectivement, cette analyse de risque, en termes de certification, ce n'est pas une obligation. Par contre, l'approche de gestion de risque, elle est demandée par la 4203. Ah, voilà. Vous m'entendez ? Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup. C'est intéressant. Une question spécifique, parce qu'en fonction donc des typologies de documents, les règles sont globalement les mêmes, mais pas forcément les durées d'archivage, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, quelle est la réglementation autour des fiches de paie ? Parce que j'ai eu un sujet là qui vient d'être levé. Et sur l'archivage, sur la fiche de paie, quelles sont les obligations en termes en amont ? C'est-à-dire, avant de mettre dans la plateforme une fiche de paie numérisée, est-ce qu'il y a une obligation de signature électronique ou autre ? Est-ce qu'il y a des spécificités particulières sur ce cas d'usage ? Oui, alors sur les fiches de paie, déjà il faut savoir que aujourd'hui la majorité des entreprises conservent longtemps les fiches de paie qu'elles éditent, les fiches de paie papier. Or, elles n'en ont pas l'obligation. Aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'une fois que la fiche de paie est émise, l'entreprise a l'obligation de la conserver 5 ans après son émission. En format papier, c'est au salarié de garantir l'intégrité de ses documents. Donc, grosso modo, les fiches de paie qu'il va recevoir, il doit normalement les classer chez lui, les garder à vie. Ça, c'est la réglementation papier. Si on décide demain de passer en numérique, c'est un cas d'usage assez particulier, la fiche de paie, puisque si l'entreprise décide d'éditer ses bulletins de paie en numérique, il doit les mettre à disposition dans un système qui permet de garantir l'intégrité du document. Et plus spécifiquement en réalité dans ce cadre-là, dans un coffre-fort numérique. En gros, l'entreprise a l'obligation de mettre à disposition de son salarié ou de son agent, si on est dans la sphère publique, un coffre-fort qui lui est personnel, dans lequel il va venir déposer les documents. Et l'entreprise ou la structure doit conserver, doit garantir pour ce salarié l'intégrité de ce document-là pendant 50 ans. Donc voilà, il y a une différence entre la partie papier et la partie numérique. Déjà, je dirais l'obligation de conservation est changée, c'est-à-dire que quand on est en numérique, c'est vraiment à l'entreprise de garantir l'intégrité du document électronique. Et ensuite, c'est la durée aussi, puisque en papier, l'entreprise n'a l'obligation que de garder pendant 5 ans, bien qu'en général, elle le fait plus longtemps. Si c'est en numérique, elle est obligée de le faire pendant 50 ans. Donc ensuite, sur ces dépôts-là, c'est pas signature électronique le plus important, ça va surtout être les logiques d'horodatage et de hachage. C'est-à-dire que dès lors qu'on va rentrer un document dans un système d'archivage, enfin dans un coffre-fort numérique, mais ça fonctionne de la même manière, on va mettre une empreinte en fait sur le document qui est déposé. Une empreinte qui est déposée grâce à un algorithme de chiffrement et qui va garantir l'intégrité du document que vous avez déposé dans le coffre-fort électronique. Et j'insiste, c'est vraiment l'entreprise qui va devoir mettre à disposition ça pendant 50 ans. Alors après, il y a plein d'entreprises qui sont lancées dans ça, qui rachètent des coffres-forts, bref, je rentre pas dans les détails. Mais ce coffre-fort, il est strictement personnel. Et quand je dis strictement personnel, ça veut dire que l'entreprise va devoir déposer les bulletins de paye directement dans ce coffre-fort numérique sans avoir la possibilité de regarder ce qu'il y a dans ce coffre-fort électronique. Ce que je veux dire, c'est que le salarié peut très bien mettre les factures de PlayStation qu'il a acheté sur Amazon. Il aurait totalement le droit. Il aurait même le droit, s'il le veut, ça serait bête pour lui, mais de supprimer toutes les feuilles de salaire qu'on lui a mis dans son coffre-fort électronique. Voilà, l'entreprise doit mettre à disposition ça et garantir l'intégrité des documents qui sont dedans. Voilà, mais il n'y a pas de circuit particulier, des SIRH qui éditent des feuilles de paye et qui peuvent les distribuer dans des systèmes d'archivage, dans des coffres-forts numériques, avec à l'entrée du coffre-fort donc un mécanisme de hachage, donc une apposition d'empreinte grâce à un algorithme de chiffrement. Voilà le cas d'usage. Ok, donc effectivement, c'est pas juste une GED ou même un SAE interne, c'est un coffre-fort ouvert aux salariés, donc avec ces fonctionnalités-là. C'est ça. Et il répond à la norme, donc c'est-à-dire en termes de hash et autres, faut que je réponde à la norme, ça c'est encadré. Tout à fait. C'est la norme, Léa l'a présentée tout à l'heure, c'est la 42020, puisque la 42020, donc c'est la norme pour le coffre-fort électronique, le composant coffre-fort électronique d'ailleurs, et qui indique d'ailleurs toutes les fonctions que doit avoir un coffre-fort. Donc là, c'est vraiment, là, on est presque sur une norme fonctionnelle, genre outil, la 42020. Et juste une question, est-ce que tu penses qu'il y a des boîtes qui ont intérêt à créer leur coffre-fort ou il y a toujours un prestataire de marché qui sait le faire ? Les projets qu'on a menés font plutôt appel à des prestataires. Ok, merci.
Alors, monsieur Timoem, je ne sais pas qui vous êtes, mais juste je vais répondre à la question de Sébastien. Concernant les éléments de preuve que l'on doit conserver, en quoi consiste-t-il? Alors, il y a quelque chose d'important dans le système d'archivage électronique, on verra ça dans les prochains webinaires, mais comme je vous ai dit, j'en profite. La gestion de la valeur probatoire dans un système d'archivage, elle se fait au travers de 3 choses. La première chose, c'est ce qu'on appelle la preuve de dépôt. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un document va être déposé dans un système d'archivage électronique, que ce soit via des standards normés de type CEDA ou autre, on va générer ce qu'on appelle une preuve de dépôt. Cette preuve de dépôt, c'est un document qui peut être simplement de l'XML ou qui peut être standardisé dans un PDF qui va dire tel jour, telle date, telle personne a déposé tel document, voici les empreintes, etc., etc. Et ça, c'est, je dirais, la première logique de preuve qui peut être intégrée dans le SAE. Adossé à ça, cette preuve de dépôt, elle peut être accompagnée de plein de choses. Par exemple, si on a numérisé des documents en NFZ 42026, il va y avoir des éléments de traçabilité qui vont venir avec le document numérisé. Auquel cas, ces éléments de traçabilité, on va les conserver et on va les indiquer également dans la preuve de dépôt. La NFZ 42013 dit vraiment ça. Le terme que j'utilise, preuve de dépôt, c'est vraiment ça. Certains SAE le cachent. C'est-à-dire que cette preuve de dépôt, on peut le consulter en allant chercher, mais c'est plus une logique d'administration que d'utilisation. Certains SAE ne le cachent pas, et quand on consulte un document, on peut cliquer et consulter la preuve de dépôt du document. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose liée à la preuve de dépôt, comme élément qui fait la preuve, ça va être le hash ou l'empreinte. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais rentrer un document dans le système d'archivage, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va y apposer une empreinte, une suite de chiffres et de lettres, plus ou moins longue selon l'algorithme qu'on utilise, et qui en fait est générée grâce à l'analyse du code binaire en fait du document. C'est-à-dire que le système va analyser le code binaire du document et parce que le document a ce code binaire-là, l'algorithme de chiffrement va déposer une suite de chiffres et de lettres adossées à ce document. Normalement unique, au moins unique dans le système, mais potentiellement, intellectuellement, unique dans le monde entier, puisque logiquement, c'est très difficile de trouver de documents avec le même code binaire. Ça peut arriver, attention, mais bon, on va dire qu'on limite les probabilités de ce côté-là. Et cet algorithme de chiffrement qui dépose cette empreinte, il est important. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va assurer l'intégrité. Entre le moment où le document a été déposé, au moment où j'ai apposé cette empreinte, et 3 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans après, le système va avoir la possibilité de recalculer cette empreinte par rapport au code binaire. Si le code binaire n'a pas changé, l'empreinte avec mon algorithme de chiffrement n'a pas changé. Mon document est toujours intègre, il fait toujours foi, il fait toujours preuve. S'il a changé, eh bien le système d'archivage est capable de nous le dire, puisqu'il analyse le code binaire quelques années après, et il voit un changement dans son empreinte après apposition de l'algorithme de chiffrement. Ça veut dire le code binaire a changé. Ça peut être juste une virgule qui a disparu ou des choses vraiment à la frontière de l'utile. Mais malgré tout, on a corrompu l'intégrité du document et donc on n'est plus en capacité de prouver que le document qui est rentré dans le système, qui faisait preuve au moment où il est rentré, qu'il soit signé ou pas signé d'ailleurs, on ne peut plus garantir que c'est le même. Les systèmes d'archivage proposent des mécanismes de sauvegarde et de récupération de données pour assainir justement les documents qui ont corrompu ces bases-là. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément de preuve, c'est la journalisation. Quelque chose de très important dans le système d'archivage, c'est qu'on va tracer absolument tout ce qui se passe dans le système. Donc que ce soit des logiques purement système, de type connexion, téléchargement, diffusion de documents, ou tout ce qui concerne le cycle de vie du document. Donc tel document est arrivé en fin de DUA, tel document a été détruit, tel document, telle archive, on a fait une prolongation de conservation sur cette archive, etc., etc. Et en fait, le journal qui va tracer ces choses-là, donc aujourd'hui, dans la norme 42013 de 2009, on a 2 journaux, on a un journal des événements et un journal du cycle de vie. 42013, nouvelle version, qui n'est pas encore finalisée, mais qui va sortir prochainement, on ne justifie plus qu'il y en ait un ou deux, on justifie juste de ce qu'il doit avoir dans ces journaux. Mais ces journaux donc, qui tracent tout sont chaînés. C'est ce que disait Léa, c'est-à-dire que pour garantir le fait que la base soit bien saine, le journal que je génère à J+1 contient l'empreinte
du journal de J-1. Et grâce à ça, j'arrive à chaîner l'entièreté de mon système, du premier journal jusqu'au dernier journal, pour garantir que la preuve, elle agit sur tout le cycle. Voilà, donc les éléments de preuve essentiels, c'est la preuve de dépôt, c'est le mécanisme d'intégrité que proposent les systèmes d'archivage électronique, que ce soit sur le dépôt de l'empreinte ou sur le contrôle de cette empreinte-là, et la journalisation. Ce sont les trois éléments qui sont très importants et qui sont au fondement même de la NFZ 42013. On est teasé là, on attend la suite. On est pendu à votre clavier. Le bulletin original, que devient-il? Alors, il y a vraiment un truc intéressant dans ce que vous dites. Déjà, avec la dématérialisation, mais ça c'est de manière globale, se pose beaucoup moins la question de l'original, en fait. Parce que aujourd'hui, ne serait-ce qu'aujourd'hui, quand vous créez un document sous Word, que vous le convertissez en PDF et que vous l'imprimez pour l'archiver, il est où l'original? Est-ce que c'est le Word? Est-ce que c'est le PDF? Est-ce que c'est le PDF que vous avez imprimé? Donc la question de l'original, elle se pose plus comme telle. On va plus parler d'original, on va plutôt parler de quel est le format qui contient la valeur probatoire. Quelle est la version du document, le format du document que je dois conserver? Est-ce qu'il est numérique ou est-ce qu'il est papier? Alors, que devient l'original? Eh bien, dans le cadre de la dématérialisation de bulletin P, l'original au sens qui prend la valeur probatoire, ça va être le PDF A, grosso modo, qui rentre dans le système. On ne va plus éditer de bulletin P au format papier dès lors qu'on décide de dématérialiser le bulletin P. C'est pas je vais éditer un bulletin P que je vais imprimer puis que je vais numériser. Non, là la logique dans la dématérialisation du bulletin P, c'est qu'on va éditer grâce à nos outils RH des bulletins de paye et on va les déposer directement dans le coffre-fort électronique. L'original est à la fois celui qui porte la valeur probatoire, c'est le PDF qui est généré grâce à vos outils, de RH, vos outils RH. Donc voilà, c'est vrai que ça aussi c'est important, ne plus forcément réfléchir en termes d'original ou pas d'original, mais plus de documents qui portent valeur probatoire. Il y a beaucoup de structures, et c'est normal, hein, qui ne sont pas allées jusqu'au bout de la dématérialisation. Ce que je veux dire, c'est que on va avoir tout un processus dématérialisé pour la construction documentaire, pour la validation au sens visa électronique, et dès lors, par exemple, qu'on va devoir avoir une signature, eh bien, on n'a pas développé de signature électronique, donc on va imprimer un document et on va le signer. Mais cette signature, cette impression, elle est là vraiment, elle est là juste pour faire porter la valeur probatoire. Et donc, on va conserver le document papier, même si 90% du process a été dématérialisé. Donc, c'est vrai qu'on change un peu de paradigme avec la démat et avec, je dirais, l'informatique de manière générale. On se pose plus la question de où est la valeur probatoire plutôt que où est l'original. Voilà. Parce qu'avec la NFZ 42026, la copie fidèle et durable, on pourrait très bien avoir un original papier qui a une valeur probatoire, le numériser selon cette norme qui permettrait de créer un double électronique avec la même force probatoire que l'original papier, et donc on pourrait très bien détruire l'original papier et ne garder qu'une copie numérique qui aurait la même force probatoire que l'original papier. Donc vous voyez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue quand je le dis, mais voilà. Ah ben non, Camille Talamona, vous avez quitté, vous avez posé une question, c'est là. Ah voilà, donc ça a été juste un aller-retour. Camille Talamona, vous posez une question, est-ce que le ticket d'horodatage fait partie de la norme? Alors, il faut savoir que pendant longtemps, la norme NFZ 42013 en version 2019 indiquait la nécessité de faire appel à du tiers horodatage. C'est-à-dire que tout document qui rentrait dans le système devait faire appel à un jeton d'horodatage pour pouvoir attester de la bonne date d'entrée du document dans le système. Ça coûtait cher. Ce que je veux dire quand ça coûtait cher, c'est que chaque jeton d'horodatage est payant. Donc dès lors qu'on veut utiliser un jeton d'horodatage, il faut le payer et faire appel à des tiers de confiance pour acquérir ces choses-là. Si je ne dis pas de bêtises, cette logique de tiers horodatage a été maintenue dans la version 2019 de la NFZ 42013 et renvoie justement à une norme de jetons d'horodatage que je n'ai pas en tête. Il me semble que c'est un ISO 8000 quelque chose. Il faudrait que je regarde ça. Mais oui, le tiers horodatage fait bien partie des exigences de la NFZ 42013. Sachant que, pour avoir mené un certain nombre de projets d'archivage électronique, pour des raisons notamment de gestion de risque et de gestion de coûts, c'est
pas quelque chose qui est forcément mis en œuvre. Voilà. La norme l'indique, la norme le conseille, mais dans les faits, voilà, c'est pas obligatoire, effectivement, Léa. Et en plus de ça, on voit dans les faits que c'est pas forcément fait. Il faudrait trouver probablement des logiques méthodologiques qui permettraient peut-être, selon les profils d'archivage de versement, de déclencher des jetons de redatage selon certains versements ou certaines actions qu'on veut faire dans le système, notamment des actions qui seraient très importantes dans la vie documentaire ou dans la vie de la gestion de la preuve de la société. Pour l'instant, on l'a pas fait, on n'a pas été confronté à ce genre de questions pour le moment, mais ça pourrait être intéressant de se poser la question justement. Mais oui, dans la norme, on a bien la question notamment du tiers redatage et de la norme de redatage. Alors, il y a un autre redatage sur blockchain, je sais pas, et quand je dis je sais pas, c'est pas que je suis dubitatif, c'est que j'ai jamais été confronté à cette question-là, le fait d'intégrer le redatage blockchain dans des actions qu'on pourrait mener sur de l'horodatage justement dans un système d'archivage. Mais est-ce que coupler blockchain et archivage à NFZ 42013 ne serait pas un double emploi par rapport à la gestion de la valeur probatoire? C'est une vraie question. C'est une vraie question sur le deux outils pour gérer la valeur probatoire qui fonctionnent selon d'ailleurs des logiques théoriques qui sont quand même très éloignées, même si le but est le même et la finalité est la même. Mais oui, à regarder. Cette partie blockchain et 42013, je pense de toute façon que cette technologie de blockchain va être de plus en plus présente, notamment dès lors qu'on va sortir d'un cadre réglementaire franco-français ou franco-européen. Donc je pense que c'est des sujets qui arriveront sur le papier à un moment donné. Voilà, pour être honnête, j'ai jamais été confronté à ça, donc c'est vrai que j'ai du mal à vous donner une réponse. Vous avez compris par rapport à ce qu'a dit... Ah non, merci, pas de question pour le moment. La complexité d'un projet de SAE. Effectivement, la complexité, alors ce qui est important, c'est vraiment de savoir ce qu'on attend. Ce que je veux dire par là, c'est que la première chose à faire quand on parle de SAE, c'est d'établir vos périmètres documentaires. C'est vraiment le plus important. Avant de commencer à parler outils, avant de commencer à parler installation, redondance, normes, etc., c'est bien de se poser la question, quels sont les documents électroniques chez vous, ont soit une valeur historique, donc j'ai une nécessité de conserver dans le temps, soit une DUA très éloignée, soit vraiment un document à valeur historique, donc à conserver de manière illimitée. Et au-delà de ces documents-là, quels sont les documents qui ont une vraie valeur probatoire numérique? Quels sont mes documents signés? Quels sont mes documents qui partent à l'extérieur? Quels sont mes documents éventuellement télétransmis? Quels sont les documents pour lesquels j'ai des obligations réglementaires, etc. On se rend compte trop souvent quand on a mené des projets que si on prend sous l'angle technique uniquement, eh bien on va mettre en place un super outil, un super SAE, fonctionnel CEDA comme il faut, etc. Effectivement, in fine, on arrive sur des très très bons outils, mais il n'y a rien dedans parce que la question se l'est posée trop tard. Je vois Madame Bozac, 42026. Alors, on a déjà fait un cycle de webinaire sur la 42026. Je pourrais vous envoyer les supports de ce webinaire qu'on a fait l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Sinon, on l'abordera, mais pas de manière directe. Ce que je veux dire, c'est que ce qui peut rentrer dans le SAE pourrait être des documents numérisés selon les méthodes proposées par la NFZ 42026, mais ce n'est qu'une sous-partie, j'ai envie de dire, de l'archivage numérique à valeur probatoire ou à valeur historique. Donc, pour vous répondre, pas directement au sens où on va pas y passer des heures ou même quelques minutes, on va l'aborder ici et là. Par contre, effectivement, si vous êtes intéressé, voilà, je vous donnerai les 3 présentations de l'année dernière, je peux vous les donner, il n'y a aucun souci, puisque, comme je vous ai dit, à la fois retour d'expérience, logique, projet, méthode, et grande introduction. Donc je vous envoie ça, je me le note même de ce pas. Écoutez, si pas de questions, on vous souhaite une bonne journée, et on espère vous revoir bientôt sur les prochains webinaires.